Choc. Ma sœur a envoyé des invitations de mariage à tout le monde, sauf à moi. Maman a dit, c'est son jour, ne ramène pas tout à toi. J'ai ri, prétendant que ça ne me faisait pas mal. Le jour du mariage, je suis resté à la maison jusqu'à ce que mon téléphone explose avec des photos du marié lui attrapant les cheveux, des gens qui criaient, le chaos partout. Maman m'a appelé en larmes, me suppliant de l'aider. J'ai juste regardé mon écran et j'ai murmuré. Je les ai tous choqués. Je sirotais un café à mon bureau lorsque la première photo de mariage est apparue sur Instagram, des roses blanches, des nappes en soie, une légende qui disait « J'ai hâte pour le grand jour de Sophie et Ethan ». Au début, j'ai souri, c'était le mariage de ma petite sœur après tout, mais ce sourire s'est figé en faisant défiler la page. Il y avait une liste complète d'invités identifiés sous la photo, des cousins, des amis de fac, même notre ancienne babysitter. J'ai fait défiler une fois, 2 fois, cherchant mon propre nom. Il n'y était pas. J'ai vérifié à nouveau, certaine que c'était une erreur, mais la vérité était simple et tranchante, tout le monde avait été invité, tout le monde sauf moi. J'ai appelé maman. Elle a répondu à la 2e sonnerie, la voix tendue comme si elle attendait ce moment. Claire, ma chérie, s'il te plaît, c'est le jour de Sophie, ne ramène pas tout à toi. J'ai ri, un son cassant qui s'est brisé à mi-chemin, à moi, ai-je chuchoté, mais elle avait déjà commencé à parler des fleuristes et des plans de table, comme si ma question n'existait pas. C'est à ce moment-là que j'ai su que je n'étais pas seulement exclu du mariage de ma sœur, j'étais en train d'être effacé de ma propre famille. La pluie a commencé 1 heure plus tard, fine et persistante contre les fenêtres de Portland. Je regardais le crachin, essayant de prétendre que ça ne me dérangeait pas. J'avais appris à être la personne raisonnable il y a des années, la fille qui ne faisait pas de scène, qui ne demandait pas pourquoi Sophie avait tout en premier. Pourtant, ma poitrine me brûlait. On pourrait penser qu'à 34 ans, le rejet ne piquerait plus comme ça, mais le rejet familial frappe différemment. C'est comme si on vous disait que vos souvenirs n'ont plus cours légal. À l'heure du déjeuner, je faisais encore défiler les photos, Sophie rayonnante dans une robe en dentelle lors de son dernier essayage, maman postant des émojis en forme de cœur comme des confettis, papa commentant « notre petite fille ». J'ai zoomé sur ces mots, notre petite fille. Il n'avait rien écrit sous ma publication de promotion il y a 3 semaines, lorsque mon cabinet m'a annoncé comme chef de projet pour une restauration en centre-ville. Mais pour Sophie, il avait réussi à écrire un paragraphe. Typique. Ce soir-là, je suis rentré en silence, la ville lavée par la pluie, les phares s'étalant sur l'asphalte mouillé. Mon téléphone a vibré avec un message de groupe du chat familial Donovan. J'ai hésité avant de l'ouvrir. La voilà, Sophie dans sa robe de mariée, debout sous une guirlande de lumière, avec la légende « Je n'arrive pas à croire que ça arrive enfin ». Maman a répondu avec des cœurs, papa a envoyé un emoji de champagne. Personne n'a remarqué que je n'avais pas dit un mot. J'ai tapé et effacé 3 réponses différentes avant de quitter le chat complètement. Je ne pouvais pas rester là à les regarder célébrer un événement auquel je n'étais pas digne d'assister. Mon appartement semblait plus froid que d'habitude quand je suis rentré. J'ai versé du vin, je me suis enroulé sur le canapé et j'ai fixé le plafond. C'était peut-être un malentendu, me suis-je dit. Peut-être qu'une invitation s'est perdue dans le courrier. Les familles font des erreurs, non? À minuit, je savais que ce n'était pas un accident. Mon téléphone a de nouveau vibré, un message de maman, ne le prends pas personnellement, ma chérie. Sophie voulait que ce soit en petit comité. Tu sais comment vous deux pouvez être. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir, le cœur battant. Comment nous deux pouvons être, comme si j'étais un problème à gérer. Elle donnait l'impression que ma présence contaminerait les photographies. Je me suis adossé sur le canapé et j'ai fermé les yeux. Chaque souvenir que j'avais jamais emmagasiné sur ma famille semblait soudain différent, les couleurs s'étaient estompées. Les anniversaires que j'avais organisés quand maman avait oublié, les chèques de loyer que j'avais aidé Sophie à couvrir après sa rupture, les fois où j'avais tout laissé tomber parce que quelqu'un avait besoin de moi. Apparemment, rien de tout cela ne comptait maintenant qu'ils avaient quelque chose qui valait la peine d'être posté. Le lendemain matin, j'ai traversé la ville jusqu'à l'ancienne maison des Donovan sur Hawthorne Boulevard. L'air sentait le pain humide et la nostalgie. Depuis le trottoir, la maison avait l'air presque la même que lorsque je l'avais quittée, un bardage jaune pâle, un jardin envahi de roses, la lumière du porche toujours allumée trop tôt dans la journée. À l'intérieur, maman remuait de la soupe, faisant semblant de ne pas être surprise quand je suis entré. Claire, quelle surprise!
Elle s'est essuyée les mains sur une serviette, jetant un coup d'œil vers la salle à manger où des menus imprimés et des rubans étaient étalés sur la table. Nous finissons juste les derniers détails du mariage. Tu aurais dû appeler d'abord. J'ai essayé, ai-je dit doucement. Tu n'as pas répondu. Elle a soupiré. Oh, ma chérie, je ne veux aucune tension avant le grand jour. Tu sais à quel point Sophie est sensible. Sensible. Encore ce mot. Le bouclier que Sophie avait porté toute sa vie. Je me suis souvenu d'avoir 10 ans et de la regarder renverser du jus sur les déclarations d'impôts de papa, pleurant jusqu'à ce que j'endosse la responsabilité. Je me suis souvenu de sa remise de diplôme au lycée, quand elle avait oublié de postuler pour des bourses et que maman m'avait convaincu de lui donner la moitié des miennes. Juste cette fois. Chaque famille a une Sophie. La préférée, celle autour de laquelle on est censé graviter. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, ai-je demandé, à propos des invitations. Maman a évité mon regard. Tu as été si occupée, ma chère. Ton emploi du temps, les voyages. Je ne voulais pas te mettre la pression. Me mettre la pression, ai-je ri. Tu ne voulais pas de moi là-bas. Son expression s'est durcie. Ce n'est pas vrai. Mais nous savons toutes les deux que toi et ta sœur ne vous entendez pas vraiment. Je me suis approché. Tu veux dire, depuis qu'elle a utilisé mon nom pour ouvrir un studio qu'elle n'a jamais payé. Ne remuons pas les vieilles blessures. Elle a redressé une pile de menus comme si la conversation était un dossier qu'elle pouvait classer. C'est censé être une occasion heureuse. Pour qui, ai-je demandé. Elle n'a rien dit. Le seul son était la cuillère cliquetant contre la casserole. Papa est entré du garage, sentant le cèdre et la sciure de bois. Claire, content de te voir. Il a hésité en voyant mon visage. Tout va bien? J'ai attendu qu'il en dise plus, qu'il y ait un signe qu'il n'était pas d'accord avec maman, mais il a juste passé un bras autour de ses épaules. Ne rendons pas la journée difficile. J'ai hoché la tête lentement. Compris. Je ne voudrais pas gâcher les photos. La bouche de maman s'est ouverte, mais je prenais déjà mon manteau. Si Sophie veut un mariage parfait, elle peut l'avoir sans moi. Dehors, le ciel s'était éclairci, d'un bleu vif et cruellement beau. Je suis resté dans ma voiture, les mains agrippées au volant jusqu'à ce que la tension se dissipe. Je ne pleurais pas. J'avais dépassé ce stade. Ce que je ressentais était quelque chose de plus froid, de plus net. De la clarté. Sur le chemin du retour vers le centre-ville, mon téléphone a vibré de notifications. Ma cousine Laura postant, hâte pour le mariage de l'année. Ma tante partageant la vidéo des fiançailles de Sophie avec la légende, si fière de nos filles. J'ai failli rire. Nos filles, apparemment. Cela signifiait tout le monde sauf celles qui avaient remboursé leur hypothèque quand papa avait perdu son travail. J'ai atteint mon appartement, me suis garé dans le garage et suis resté assise en silence jusqu'à ce que mon téléphone vibre à nouveau. Cette fois, ce n'était pas la famille. C'était mon amie Jenna, qui travaillait à temps partiel pour une organisatrice de mariage à l'Ecoswego. Claire, tu dois voir ça. Elle a envoyé une photo. Ethan, le marié, penché trop près d'une femme que je ne reconnaissais pas, sa main posée sur sa hanche dans un bar. L'horodatage indiquait il y a 2 nuits. J'ai fixé l'image, le cœur battant une fois, fort, puis une autre. Qui est-ce, ai-je texté. Aucune idée, mais il est déjà venu ici. Ma collègue a dit qu'il est louche. J'ai pensé que tu devrais savoir. Dehors, le tonnerre a de nouveau grondé, lointain mais se rapprochant. J'ai posé le téléphone, regardant l'écran s'assombrir. Alors, Sophie ne m'avait pas invité à son mariage. D'accord. Mais peut-être, juste peut-être, que l'histoire n'était pas encore terminée. Parce que les mariages ont une façon de montrer ce qui est réel. Et parfois, la meilleure place est celle qui est la plus éloignée de l'hôtel. Maman a appelé 3 jours plus tard, sa voix douce comme du sucre et tremblante sur les bords. Rentre dîner, Claire. Parlons-en comme une famille. J'aurais dû raccrocher, mais la curiosité, ou peut-être l'habitude, l'a emporté. Le mot « famille » avait encore du poids, même quand il ne le devrait pas. J'ai dit que je passerais à 19h. La pluie rendait les rues glissantes sur mon trajet vers Hawthorne Boulevard, les phares saignant sur le pavé mouillé. Plus je me rapprochais, plus l'air semblait lourd. La lumière du porche était déjà allumée, cette même lueur ambrée qui signifiait autrefois « bienvenue ».
Maintenant, elle ressemblait plus à un avertissement. La maison n'avait pas changé. Même marche fissurée, même carillons éoliens en forme de petites bouteilles de vin que Sophie avait achetées à une foire de rue des années auparavant. À l'intérieur, ça sentait les lasagnes cuites, le plat d'offrande de paix de maman. Elle a souri quand je suis entré, le genre de sourire que les gens utilisent quand ils espèrent que vous oublierez quelque chose d'impardonnable. Ma chérie, elle m'a embrassé sur la joue, puis s'est affairée à disposer les couverts. Assieds-toi, le dîner est presque prêt. Papa était déjà à table, le journal plié à côté de son assiette. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, les épaules arrondies, les yeux fatigués. Content de te voir, a-t-il dit doucement. J'ai pris le siège en face d'eux, le même que je prenais pendant les dîners du dimanche où nous nous disputions sur les couvre-feux et les choix d'université. La pièce sentait même la même chose, la sauce, le pain, un soupçon de nettoyant au citron. Mais la chaleur avait disparu. Maman a versé du vin comme si c'était de l'huile d'olive, remplissant son verre à ras-bord. Je ne veux aucune tension ce soir, a-t-elle dit d'un ton enjoué. Ayons juste un bon repas. J'ai piqué un morceau de lasagne, attendant la vraie raison de ma présence. Elle est venue à mi-chemin de son deuxième verre. Ma chérie, a-t-elle commencé, son ton répété. Sophie n'a jamais voulu te faire de mal. Les mariages sont compliqués, les émotions sont à vif. Elle ne m'a pas invité, maman, ai-je dit. Ce n'est pas compliqué, c'est délibéré. Maman a soupiré, le son d'une martyre ajustant son auréole. Tu sais comment est ta sœur. Sensible. Elle veut juste que sa journée soit joyeuse. Joyeuse? Ce mot s'est tordu dans mes entrailles. Et ma présence ruinerait ça? Claire, murmura papa, ne commençons pas, non, ai-je coupé. Finissons en, pour une fois. La fourchette de maman a cliqueté contre son assiette. Tu penses toujours que tout est une attaque. Sophie a traversé beaucoup de choses. Son studio a fait faillite, ses fiançailles ont été rompues. Son studio a fait faillite parce qu'elle l'a ouvert sous mon nom, ai-je dit, ma voix stable mais tranchante. Elle a ruiné mon crédit pendant 2 ans, mais bien sûr, organisons-lui une parade. Les yeux de maman se sont rétrécis, ce mélange familier de pitié et d'irritation. Tu es plus forte qu'elle. Tu peux supporter la déception. Voilà, la devise de la famille. J'ai failli rire. Tu veux dire que je peux supporter d'être utilisé? Son sourire s'est fissuré. Ne déforme pas mes mots. Je n'ai pas besoin de le faire. Ils se déforment d'eux-mêmes. Papa a pris son verre mais n'a pas bu. Peut-être devrions-nous tous prendre une grande respiration. Maman s'est tournée vers lui, aussi tranchante que du verre. Ne commence pas, Richard. Elle a toujours été dramatique. Je me suis adossé. Vous me traitez de dramatique depuis que j'ai 12 ans, maman. Quand Sophie a cassé mon vélo et que vous avez dit que j'aurais dû la surveiller. Quand elle a menti sur l'argent de la bourse et que vous avez dit ne fais pas de scène. Tout ce que j'ai jamais fait, c'est nettoyer ses dégâts. Le silence s'est pressé contre les murs. Le seul son était la pluie qui tapotait contre la fenêtre de la cuisine. Finalement, maman a dit, tu donnes l'impression que nous ne t'aimons pas, j'ai rencontré son regard. Vous m'aimez tant que je suis utile. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. J'ai repoussé ma chaise. Si Sophie voulait la paix, elle aurait pu commencer par inviter sa sœur. Maman s'est levée aussi, soudain désespérée. S'il te plaît, ne fais pas ça maintenant. Le mariage est dans une semaine. Je ne veux pas de mauvaise énergie autour. Mauvaise énergie? J'ai ri doucement. Vous vous nourrissez des miennes depuis des années. J'ai attrapé mon manteau. Papa s'est levé à moitié, ne sachant s'il devait m'arrêter. Claire, a-t-il dit doucement. Tu sais que ta mère veut juste que la famille soit réunie. Elle veut le contrôle, papa. Ne confonds pas les deux. Il a baissé les yeux, ne disant rien. Je me suis tourné pour partir, mais la voix de maman m'a suivi, basse et froide. Tu as toujours été jalouse de ta sœur. Les mots ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû. Je me suis figé près de la porte. Jalouse? Elle a croisé les bras. Tu n'as jamais aimé la façon dont les gens l'adoraient. L'attention, les compliments. L'attention n'est pas synonyme de respect, maman. Je l'ai regardé droit dans les yeux.
Vous avez élevé une fille pour qu'elle brille, et l'autre pour réparer les fils quand les lumières s'éteignent. Je suis sorti sous la pluie, mais avant d'atteindre la voiture, elle m'a appelé, son ton cassant de colère et de peur. Ne gâche pas ça pour elle, Claire. Promets-moi que tu ne feras rien de stupide. Je me suis retourné, l'eau dégoulinant de mes cheveux. Ne t'inquiète pas, ai-je dit. Je n'aurai pas à le faire. Vous l'avez déjà fait pour nous deux. Le trajet de retour à mon appartement était silencieux, à l'exception du ronronnement des pneus sur l'asphalte mouillé. Je pouvais encore entendre sa voix en boucle dans ma tête, ce mélange de culpabilité et de manipulation qu'elle avait perfectionné au fil des décennies. Tu es plus forte qu'elle. Tu peux le supporter. Traduction, tu encaisseras le coup pour qu'elle n'ait pas à le faire. Au moment où je me suis garé, mes mains avaient cessé de trembler. La colère s'était refroidie en quelque chose de plus stable, la résolution. Je n'allais pas supplier pour une place à une table qui était déjà en train de pourrir. Je suis entré dans mon appartement, j'ai suspendu mon manteau, j'ai versé un verre d'eau et j'ai posé mon téléphone sur le comptoir. Un nouveau message clignotait sur l'écran, de Jenna. Tu dois voir ça. En pièce jointe, une photo d'Ethan, le marié, dans un bar chic du centre-ville, debout beaucoup trop près de la même femme qu'avant. Sa main reposait sur le bas de son dos, l'intimité de quelqu'un qui l'avait fait plus d'une fois. En dessous, Jenna avait tapé « Il n'est pas celui qu'il pense ». J'ai pensé que tu devrais savoir avant que ça n'explose. J'ai fixé l'image un long moment. Le sourire parfait d'Ethan semblait différent maintenant, presque répété. Le couple en or. Sophie et Ethan craquaient déjà avant les vœux. Je me suis affalé sur le canapé, la pluie dehors régulière et implacable. Pendant des années, j'avais été l'équipe de nettoyage de la famille. La responsable. La réparatrice. Peut-être que cette fois, je ne réparerai rien. Peut-être que je me contenterai de regarder. J'ai pensé au dernier mot de maman. Promets-moi que tu ne feras rien de stupide. Et j'ai presque souri. Elle n'avait toujours pas appris que parfois, la chose la plus intelligente à faire est de ne rien faire du tout. Quand je suis finalement allé me coucher, la ville était calme, à l'exception du faible bourdonnement du trafic au loin. Sur la table de chevet, mon téléphone a vibré une fois de plus. Un SMS de papa. Simple et court. Ils auraient dû t'inviter. Je l'ai fixé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti vu. Et cette minuscule lueur de reconnaissance, si tardive, si petite, a suffi à allumer quelque chose de nouveau en moi. Pas le pardon, pas encore. Mais la clarté. Ils pensaient que m'exclure garderait leur petit monde paisible. Ils n'avaient aucune idée que la paix était la dernière chose qui allait arriver. En grandissant, Sophie était le soleil et j'étais l'ombre qui la faisait paraître plus brillante. Maman disait, ta sœur a juste cette étincelle, Claire. Tu es la stable. La stable. La responsable. Celle qui nettoyait les dégâts et ne se plaignait pas. À 10 ans, je connaissais déjà mon rôle, être fiable, invisible et toujours bien. Je me souviens d'un samedi matin, quand nous étions enfants. Sophie a renversé une brique entière de lait sur le sol de la cuisine, des rivières blanches imbibant le tapis. Maman s'est précipitée, roucoulant, ce n'est pas grave, ma chérie, les accidents arrivent. Quand j'ai attrapé une serviette pour nettoyer, elle m'a regardé d'un air mécontent. Claire, fais attention, tu fais encore plus de dégâts. J'avais 7 ans. C'était la première fois que je réalisais à quel point l'amour pouvait sonner différemment selon la personne à qui il était adressé. Au lycée, le schéma était devenu une seconde nature. Sophie pleurait et tout le monde accourait. Je réussissais et personne ne le remarquait. Elle a eu le premier rôle dans la comédie musicale de l'école parce qu'elle brille sur scène, même si je l'avais aidée à mémoriser chaque ligne. J'ai eu d'excellentes notes et maman a dit, c'est ce qu'on attend de toi. Quand j'ai été accepté au programme d'architecture de l'Oregon State, papa m'a tapé sur l'épaule, fier. Maman a juste demandé, auras-tu encore le temps d'aider ta sœur avec son portfolio d'art? Je pensais autrefois qu'il ne pouvait peut-être pas s'en empêcher, que chaque famille avait un favori. Mais plus je vieillissais, plus cela semblait intentionnel, comme si maman avait besoin de quelqu'un pour être l'ancre afin qu'elle puisse continuer à prétendre que le navire ne coulait pas. Sophie flottait dans la vie avec un charme sans effort. À 21 ans, elle avait un blog, 10 000 abonnés et une liste sans cesse renouvelée de projets créatifs.
J'avais des prêts étudiants et un travail à temps plein qui ne permettait pas de jours de maladie. Elle m'appelait quand son loyer était en retard, quand son petit ami la quittait, quand elle ne comprenait pas ses impôts. Tu es si douée pour ces choses, Claire, disait-elle, sa voix enrobée de culpabilité sucrée. Et comme une idiote, je transférais l'argent où je passais avec une boîte de plats à emporter, me disant que c'était ce que la famille faisait. La dernière fois que je l'ai dépannée, c'était il y a 5 ans. Elle a appelé en pleurant, disant qu'elle avait une grande opportunité, un studio de photographie en centre-ville, mais qu'elle avait besoin de quelqu'un pour co-signer le bail. Ce sera mon rêve, Claire. Tu crois en moi, n'est-ce pas? Elle m'a surprise entre l'épuisement et l'espoir, et j'ai dit oui. Le studio a fermé 8 mois plus tard. Elle a disparu sans payer le loyer, me laissant avec une dette de 25 000 $ et un SMS d'excuses qui disait « Tu trouveras une solution. Tu le fais toujours. » Quand je l'ai dit à maman, elle a répondu « Ta sœur ne voulait pas te faire de mal. Elle est juste dépassée. » Je me souviens d'avoir ri amèrement, demandant « Et qu'est-ce que j'ai le droit d'être, maman? La leçon désignée ?» Elle n'a pas répondu. C'est ce jour-là que quelque chose en moi a commencé à se fissurer. Depuis, Sophie et moi ne nous parlions que lorsque c'était nécessaire. Anniversaire, vacances, dîner de famille forcé par la culpabilité de maman. Ces soirs-là, elle arrivait en retard, sentant le parfum cher et la confiance, et maman la regardait avec admiration comme si elle avait guéri le cancer. Je m'asseyais de l'autre côté de la table, sirotant du vin, prétendant que ça ne me dérangeait pas. Mais ça me dérangeait. Toujours. Quand Sophie s'est fiancée à Ethan l'année dernière, maman a appelé en pleurant de joie. Il est parfait pour elle, Claire. Si terre à accent grave terre, si réussi. Enfin quelqu'un qui peut prendre soin d'elle. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Tu veux dire quelqu'un d'autre pour payer ses factures? Elle m'a réprimandé pour mon cynisme, puis m'a envoyé une photo de la bague de Sophie, un diamant impeccable scintillant sous un éclairage parfait. J'ai rencontré Ethan une fois, au dîner d'anniversaire de maman. Il avait cette confiance lisse et facile des hommes qui n'ont jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Il a complimenté mon travail, puis m'a demandé si je regrettais de ne pas avoir fait quelque chose de créatif. Quand j'ai dit que l'architecture était créative, il a souri avec condescendance. Bien sûr, mais je voulais dire quelque chose de plus expressif, comme le travail de Sophie. Maman avait ri, touchant son bras. Il a raison, Claire. Tu as toujours été si pratique. Ce soir-là, je suis rentré en voiture, agrippant le volant si fort que mes mains me faisaient mal. Je n'étais pas jalouse de Sophie. J'en avais juste assez d'être la référence à laquelle tout le monde la mesurait. Maintenant, assise sur mon canapé avec la pluie tapotant contre la fenêtre, je faisais défiler le dernier message de Sophie. Sa séance de fiançailles sur la côte. Elle était impeccable, les vagues s'écrasant derrière elle, Ethan lui embrassant la tempe. La légende disait « Hâte d'épouser mon meilleur ami ». Certaines personnes sont juste destinées à trouver l'éternité. Je pouvais presque entendre maman glousser en tapant des cœurs dans les commentaires. J'ai posé le téléphone, le verre de vin froid dans ma main. Une partie de moi voulait supprimer chaque photo, les bloquer toutes, recommencer à zéro. L'autre partie ne pouvait pas détourner le regard. Comme regarder un accident de voiture au ralenti que l'on savait inévitable. Mon téléphone a vibré. Un message de Jenna a illuminé l'écran. Cette fille sur la photo du bar, son nom est Kelsey. Elle travaillait pour Ethan. Il est sorti avec elle avant Sophie. J'ai cligné des yeux. Sorti avec elle ou la trompé? Ai-je tapé en retour? Les deux, selon la rumeur. Il l'aurait fait virer quand elle a menacé d'aller au RH. Les mots m'ont noué l'estomac. Bien sûr. Bien sûr, c'était l'homme que Sophie pensait pouvoir la sauver. Je n'étais même pas surprise. Je ressentais quelque chose de plus froid que la colère. Une confirmation. J'ai fermé les yeux et j'ai expiré. Peut-être que j'aurais dû avoir pitié d'elle, mais la pitié est épuisante quand c'est tout ce que vous avez jamais eu à donner. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher. Des années de miettes de pain numérique étaient faciles à trouver. Relevé bancaire, email, l'ancien bail du studio, chaque prêt qui n'est jamais revenu. J'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau et l'ai nommé « Sophie-Vérité ». Je ne savais pas encore ce que j'en ferais, mais je savais que j'en avais fini de prétendre que je m'en fichais. Dehors, la tempête a repris de plus belle,
le vent secouant la porte du balcon. J'ai regardé l'horizon, gris, agité, vivant, et j'ai senti quelque chose s'agiter en moi. Pour une fois, je ne pensais pas à maintenir la paix. Je pensais à ce que la paix pourrait réellement coûter. C'était étrange de réaliser qu'après toutes ces années à tout maintenir, peut-être que la chose la plus saine que je pouvais faire était de tout laisser s'effondrer. Je me suis levé, étirant la raideur de mon dos, et j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre. Mêmes yeux, même visage, mais l'expression était nouvelle. Pas de tristesse, même pas de colère. Quelque chose de plus vif, de plus stable. Les mots de maman du dîner résonnaient dans ma tête. Promets-moi que tu ne feras rien de stupide. J'ai souri au reflet, petit mais réel. Oh, je ne le ferai pas, ai-je murmuré. J'ai fermé l'ordinateur portable, éteint les lumières et laissé l'obscurité s'installer autour de moi. Pendant des années, j'avais été la responsable, la réparatrice, la fille invisible qui faisait tout fonctionner pendant que tout le monde pouvait s'effondrer. Mais peut-être que être responsable ne signifiait plus les sauver. Peut-être que cela signifiait me sauver moi-même. Quelque part dans cette pensée, sous le bourdonnement de la pluie de la ville, je l'ai senti. La première impulsion de quelque chose de dangereux et de libérateur. Une décision se formant, lente et certaine, comme la montée d'une tempête. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas petite dans l'ombre de Sophie. Je me sentais comme la lumière dont elle aurait dû avoir peur depuis le début. Le jour du mariage est arrivé, gris et humide, le genre de matinée de Portland qui semblait indécise, comme si même le ciel ne savait pas de quel côté se ranger. Je me suis réveillé tôt sans le vouloir. Mon téléphone était inondé de notifications, photos, tags, légendes remplies de cœurs et de hashtags. J'ai fait défiler des visages souriants qui n'incluaient pas le mien. Maman était radieuse en bleu pâle, tenant le bouquet de Sophie sur une photo. Papa avait l'air fier, mais la fierté semblait feinte, son sourire crispé. Et Sophie, mon Dieu, Sophie ressemblait à toutes les mariées de magazines. Cheveux bouclés, peau éclatante, un bonheur manucuré à la perfection. J'ai jeté le téléphone sur le canapé et je me suis tenu près de la fenêtre. L'air sentait le béton mouillé. Quelque part en ville, ils échangeaient leurs vœux. Je l'imaginais. Maman en larmes, Sophie tremblant d'excitation, Ethan disant tous les bons mots avec toutes les mauvaises intentions. J'aurais dû ressentir de la rage, mais au lieu de cela, je ressentais une distance, comme si je regardais la famille de quelqu'un d'autre à travers une vitre. Pourtant, le silence de mon appartement semblait trop fort. J'ai allumé la télévision pour le bruit, j'ai zappé les chaînes, et je suis tombé sur un segment d'actualité locale montrant une couverture en direct du même lieu, le Rosewood Pavilion. J'ai failli rire. Bien sûr que le mariage de Sophie était digne d'intérêt. Les Donovan aimaient le spectacle. Au début, tout semblait parfait. Tente blanche, éclairage doux, quatuor à cordes en direct. Puis la caméra a sursauté, captant une agitation près de la tente de réception. Une voix de femme hors champ a dit « Est-ce que quelqu'un se bat ?» Le clip s'est arrêté. Je me suis figé. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Jenna, encore. Claire, tu regardes ça? Il se passe quelque chose au mariage. Un autre message est arrivé avant que je puisse répondre. Des photos sont partout sur Twitter. J'ai ouvert le lien qu'elle avait envoyé. La première photo m'a presque fait lâcher le téléphone. Ethan, toujours en smoking, sa main enroulée autour des cheveux de Sophie, lui tirant la tête en arrière pendant qu'elle criait. Les invités se tenaient figés, leur flûte de champagne en l'air. L'image suivante montrait des gens se précipitant entre eux, le chaos se répandant comme de l'encre sur le magnifique décor. J'ai fait défiler plus loin, les commentaires affluant comme une traînée de poudre. Violence filmée. Le marié pète les plombs à son propre mariage. Qui est ce couple? Mon cœur battait la chamade. Je n'ai pas pu respirer pendant une seconde. Pas parce que j'étais choqué. Parce que je n'étais pas surprise du tout. Je l'avais vu venir dès l'instant où j'avais vu les yeux d'Ethan ce premier soir. La façon dont il parlait par-dessus Sophie, corrigeait ses histoires, l'appelait « ma chérie », comme un ordre plutôt qu'une marque d'affection. Le téléphone a sonné. Le nom de maman s'est affiché sur l'écran. Pendant un instant, j'ai envisagé de l'ignorer. Puis j'ai répondu. Sa voix était hystérique. Claire, Dieu merci. Où es-tu? Sophie est blessée, tout est ruiné. Tu dois venir.
Je me suis appuyé contre le comptoir, fermant les yeux. Pourquoi viendrais-je, maman? Je n'étais pas invité. S'il te plaît, a-t-elle sangloté. Elle a besoin de sa sœur. La police est là, des journalistes. Mon Dieu, Claire, c'est partout. Je n'ai rien dit. Le son du chaos résonnait faiblement à travers le téléphone. Des pleurs, des cris, quelqu'un demandant des serviettes. La voix de maman s'est brisée. Elle saigne. Il lui a tiré les cheveux si fort. Oh mon Dieu. Appelle une ambulance, ai-je dit d'un ton plat. Tu n'as pas besoin de moi pour ça. Claire, ne sois pas cruelle. Je sais que tu es en colère, mais c'est ta sœur. J'ai fixé mon reflet dans la fenêtre de la cuisine, mon expression illisible. Oui, ai-je dit doucement. C'est ma sœur. Ça signifiait quelque chose, avant. S'il te plaît, a murmuré maman, sa voix petite. Aide-nous juste à réparer ça. Réparer. Encore ce mot. Le verbe préféré de la famille. Chaque fois que les choses s'effondraient, j'étais la colle désignée. Payer les factures, maintenir la paix, tenir la ligne. Non, ai-je dit. Répare-le toi-même. Tu voulais ce mariage parfait. Tu me voulais silencieuse. Tu as eu les deux. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de culpabilité. De libération. L'heure suivante s'est écoulée par fragments. Extraits d'actualité, photos, SMS de parents éloignés dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Tout le monde voulait des informations. Était-ce vrai? Que s'était-il passé? Où est Sophie maintenant? Je les ai tous ignorés. Quand la sonnette de la porte d'entrée a retenti, j'ai sursauté. C'était Jenna, trempée par la pluie et essoufflée, agrippant son téléphone. C'est grave, a-t-elle dit en entrant. Vraiment grave. La vidéo est devenue virale. La moitié de la ville l'a vue. Elle m'a montré le clip. 40 secondes, filmé par un invité. La caméra a surpris Sophie riant de quelque chose, Ethan se penchant, lui chuchotant quelque chose de sec. Son sourire a vacillé. Elle s'est tournée pour partir. Il lui a attrapé les cheveux, la tirant brusquement en arrière. Les invités ont halté. Maman a crié. La caméra a sursauté alors que quelqu'un se précipitait, et la vidéo s'est terminée. Jenna a baissé le téléphone. Ils disent qu'il était ivre, mais quelqu'un les a entendus se disputer plus tôt. Apparemment, elle l'a accusé de la tromper. J'ai pressé une main sur mon front. Avec qui? Kelsey, a dit doucement Jenna. La même femme du bar. J'ai senti la pièce tanguer, un lent vertige de déjà-vu. Bien sûr. La boucle était bouclée. L'histoire de Sophie finissait toujours comme ça. Tu penses qu'elle savait, ai-je demandé. Jenna a haussé les épaules. Peut-être. Peut-être qu'elle l'a découvert aujourd'hui. Dehors, les sirènes hurlaient quelque part au loin. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, un message vocal de maman. Je n'ai pas écouté. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers la fenêtre. La pluie s'était arrêtée, mais le ciel était encore lourd. En bas, les lampadaires scintillaient sur l'asphalte mouillé. J'ai pensé à Sophie, sa vie parfaite s'effondrant en temps réel, les caméras capturant chaque seconde. Pour une fois, les secrets de famille n'étaient plus privés. Jenna a rompu le silence. Tu vas bien? J'ai hoché la tête lentement. Mieux que je ne le devrais. Elle a hésité. Tu n'as pas l'air triste. Je ne le suis pas, elle m'a regardé, comme si elle ne savait pas si elle devait s'inquiéter ou être impressionnée. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis détourné de la fenêtre, mon reflet se découpant dans la vitre, mi-ombre, mi-lumière. Rien, ai-je dit. Pas encore. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Internet a explosé de spéculations. Était-ce la drogue? Une dépression nerveuse? Un coup monté? Chaque titre portait le nom de Sophie. Chaque photo portait son humiliation. À 2 heures du matin, mon téléphone a de nouveau vibré. Papa, cette fois. Juste 3 mots. Elle est à l'hôpital. J'ai tapé en retour. Est-ce qu'elle est vivante? Oui. Commotion cérébrale.
Il la garde pour la nuit. J'ai fixé le message jusqu'à ce que les mots se brouillent. Puis j'ai tapé. Elle survivra. Elle le fait toujours. J'ai posé le téléphone face contre terre et je suis sorti sur le balcon. L'air était froid, humide, piquant, avec l'odeur de la pluie. Quelque part au loin, une sirène a de nouveau hurlé, s'évanouissant dans l'obscurité. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme la responsable. Je me sentais comme le témoin. La seule personne de la famille qui avait cessé de prétendre que les choses allaient bien. Quand l'aube a pointé, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Des journalistes demandaient des commentaires. Quelqu'un m'avait identifié dans un message. La sœur de la mariée s'exprime. J'ai failli rire. Il prenait le silence pour de la faiblesse. Il ne comprenait pas que c'était du pouvoir. J'ai versé du café et je me suis assise près de la fenêtre, regardant la ville se réveiller. Quelque part là dehors, ma famille se désagrégeait, exactement comme il l'avait cousu. Fil par fil. Mensonge par mensonge. Maman rappellerait. Sophie supplierait. Il voudrait que je nettoie les dégâts, que j'étouffe l'histoire, que je fasse oublier tout le monde. Mais je n'étais plus leur réparatrice. J'ai siroté mon café et j'ai murmuré à la pièce vide, cette fois, vous allez gérer votre propre désastre. La ville dehors était grise et froide, mais la lumière qui filtrait à travers les nuages ressemblait à quelque chose de nouveau. Quelque chose d'honnête. Peut-être que c'était ça, la liberté. Pas la joie, pas la vengeance. Juste la certitude tranquille que je ne leur devais absolument rien. Le lendemain du mariage, c'était comme se réveiller après une tempête que l'on n'avait pas survécue, mais qu'il fallait quand même nettoyer. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, des appels de numéros que je ne reconnaissais pas, des messages de parents qui m'avaient ignoré pendant des années, des messages vocaux qui commençaient par de la pitié et se terminaient par de la culpabilité. À 8 heures du matin, l'histoire était partout. Vidéo virale, le marié attaque la mariée pendant la réception de mariage. La famille sous le choc après une crise publique dans un lieu de réception de Portland. Et puis, inévitablement, qui est la sœur qui a manqué le mariage? Mon nom n'était pas encore dans les gros titres, mais ce n'était qu'une question de temps. J'ai fait défiler les sections de commentaires jusqu'à ce que je déteste à nouveau l'humanité. Des étrangers débattaient de l'enfer privé de ma famille comme si c'était une série télévisée. Certains défendaient Sophie, d'autres la blâmaient. Un commentateur a écrit, peut-être qu'elle savait comment il était. Les gens épousent des signaux d'alarme tout le temps. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai fixé le plafond. Quelque part entre la colère et l'engourdissement, j'ai réalisé que je n'étais pas choqué. La vie de Sophie avait toujours été une performance. Elle s'était construite à partir d'illusions, de jolies photos, des légendes retouchées, tout filtré. Il était logique que la vérité finisse par éclater devant un public. À 10 heures, maman a de nouveau appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un autre message vocal, la voix tendue par les pleurs. Claire, ta sœur a besoin de toi. S'il te plaît, viens à l'hôpital. Elle demande après toi. Quoi qu'il se soit passé avant, ça n'a plus d'importance maintenant. Elle a besoin de sa famille. Je l'ai supprimé sans écouter le reste. L'hôpital était à 10 minutes. Je n'y suis pas allé. Au lieu de cela, j'ai passé l'après-midi à marcher le long de la rivière, la ville grise et lourde, les touristes se déplaçant en troupeau, prétendant ne pas remarquer l'air bourdonnant de ragots. La télévision de chaque café rediffusait ce clip de 30 secondes du chaos du mariage. J'ai surpris des bribes de conversation en passant. Cette pauvre fille. Le marié avait l'air ivre. Où étaient ses parents? Cette dernière question est restée avec moi. Où était-il, en effet? De retour à mon appartement, j'ai finalement cédé et j'ai appelé papa. Il a décroché à la première sonnerie, l'air pluvieux, fragile. Claire, a-t-il dit. Dieu merci. Je n'ai pas pris la peine de faire des banalités. Comment va Sophie? Elle s'en sortira. Des points de suture au cuir chevelu, une légère commotion cérébrale. Il a hésité. Elle demande après toi. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Elle a fait une erreur, Claire. Tu sais à quel point elle peut être impulsive. Ethan. C'est un monstre. Mais c'est ta sœur qui paie le prix. J'ai fermé les yeux. Elle a toujours été impulsive. Toi et maman l'avaient juste laissée comme ça.
Ne commence pas, a-t-il dit doucement. Ta mère est anéantie. La police a appelé, des journalistes se sont présentés à la maison. Nous ne pouvons pas gérer ça seul. J'ai failli rire. Vous avez tout géré sans moi très bien, souvenez-vous? Je n'étais pas invité. C'était la décision de ta mère, a-t-il dit. Tu sais comment elle est. Oui, ai-je dit doucement. Je sais. Nous sommes restés silencieux un moment, la distance entre nous plus bruyante que n'importe quoi. Finalement, il a dit, s'il te plaît, Claire. Viens juste voir ta sœur. J'ai raccroché sans répondre. Ce soir-là, le premier article de presse avec mon nom est apparu en ligne. Claire Donovan, architecte et sœur aînée de la mariée, était notoirement absente de la cérémonie. Il y avait une photo de moi d'un événement d'entreprise, recadrée et granuleuse. La légende disait, des sources familiales confirment une tension de longue date entre les sœurs. Cela n'aurait pas dû me déranger, mais c'était le cas. Non pas à cause de l'exposition. À cause de la facilité avec laquelle le monde croyait la version de moi qu'ils avaient inventée, froide, distante, impitoyable. Ils n'avaient aucune idée du nombre de fois où j'avais sauvé ces gens. Vers minuit, j'ai ouvert une bouteille de whisky que je gardais depuis ma dernière promotion. La ville dehors était calme, à l'exception du ronronnement des voitures qui passaient. J'ai versé un verre, je me suis assise sur le canapé et j'ai ouvert mes anciens dossiers de mai. Des dizaines de confirmations de paiement me fixaient. De l'argent que j'avais transféré à maman, à papa, à Sophie. Loyer, facture médicale, caution de mariage. De petits morceaux de moi-même, siphonnés au cours de 8 années d'aide. J'ai cliqué sur les reçus jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. Chacun était un rappel. Il ne m'avait pas seulement oublié, il m'avait utilisé. Quand mon téléphone a de nouveau vibré, je l'ai ignoré. Mais ensuite, la vibration s'est transformée en coup sourd. Le genre de coup urgent qui fait bondir votre pouls. J'ai posé le verre et je suis allé à la porte. C'était papa. Il se tenait dans le couloir, l'air plus petit que dans mon souvenir. Sa veste trempée par la bruine, ses yeux rouges. Tu ne répondais pas, a-t-il dit. Je ne savais pas où aller d'autre. Maman t'a envoyé. Il a hésité. Elle ne sait pas que je suis ici. Je me suis écarté. Alors, entre. Il s'est assis sur le bord du canapé, serrant son chapeau dans ses deux mains. Le silence s'est étiré. Finalement, il a dit, ta mère s'effondre. Elle ne peut pas manger, ne peut pas dormir. Sophie refuse de porter plainte contre Ethan. Elle dit qu'elle ne veut pas ruiner sa vie. Ma poitrine s'est serrée. Il l'a agressée, papa. Il a hoché la tête, misérablement. Elle dit qu'il est désolé. Bien sûr qu'elle le disait. Toute la vie de Sophie était construite sur un pardon qu'elle n'avait pas mérité et des secondes chances qu'elle ne méritait pas, elle va retourner avec lui, n'est-ce pas? Il n'a pas répondu. C'était suffisant. Je lui ai versé un verre d'eau et je me suis assise en face de lui. Tu es venu ici pour quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Il a baissé les yeux, honteux. Nous nous noyons, Claire. Les médias ne nous laissent pas tranquilles. Ta mère est terrifiée. Nous avons besoin d'aide. De l'aide? Ai-je répété. Quel genre? Les avocats disent que nous pourrions être poursuivis pour détresse émotionnelle. Le lieu de réception exige le paiement des dommages. Et ta mère envisage de refinancer la maison. J'ai ri, un humour sec et sans joie. Vous êtes incroyable. Il a tressailli. Je ne suis pas venu pour de l'argent. Alors pourquoi es-tu venu? Pour te demander de ne pas nous haïr. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Nous avons fait des erreurs, Claire. Mais nous sommes toujours une famille. Je l'ai regardé un long moment. Puis j'ai dit, vous voulez le pardon avant d'avoir mérité l'honnêteté. Il a cligné des yeux, confus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sais pour les comptes. La fiducie. L'argent que vous et maman avez pris sous mon nom. Son visage est devenu pâle. Comment? Comment as-tu? Peu importe, ai-je dit. Vous avez menti, papa. Pendant des années. Il s'est affalé, la tête dans les mains. C'était l'idée de ta mère. Elle a dit que c'était temporaire. Nous avions juste besoin de garder la maison. Vous aviez des options, ai-je lancé.
Vous avez choisi celle qui m'a volé. Les mots pendaient lourdement entre nous. Il a levé les yeux, vitreux. Nous pensions que tu comprendrais. Je l'ai fait, ai-je dit doucement. Jusqu'à ce que je ne le fasse plus. Il s'est levé lentement, les épaules affaissées. Je lui dirai que je t'ai parlé. Ne rends pas les choses pires. Je l'ai accompagné à la porte, chaque muscle tendu de retenue. Avant de partir, il s'est retourné. Tu es plus forte que nous tous, Claire. Mais la force ne signifie pas fermer la porte pour toujours. J'ai rencontré ses yeux. Peut-être que si. Après son départ, je suis resté dans l'embrasure de la porte, laissant l'air froid s'infiltrer. Mon cœur battait la chamade, mais pas de rage. De résolution. Ils avaient bâti leur mensonge sur l'hypothèse que je pardonnerais toujours, que je protégerais toujours. Mais ils étaient sur le point de découvrir ce qui arrive quand le filet de sécurité familiale décide qu'il en a fini de rattraper les gens qui tombent. Le lendemain matin, j'ai ouvert un nouvel email à quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années, Michael Gray, un avocat qui avait autrefois aidé mon cabinet à traverser un litige contractuel compliqué. J'ai écrit une seule ligne avant d'appuyer sur envoyer, besoin de discuter d'une affaire juridique personnelle. Liée à la famille. Urgent. Dehors, la ville se réveillait sous un autre ciel gris. J'ai pris une longue respiration, la première en des semaines qui ne faisait pas mal. Pour la première fois, je n'attendais pas leurs excuses. Je me préparais à la justice. Michael Gray m'a retrouvé dans un café du centre-ville 2 jours plus tard, un endroit calme où les conversations d'affaires se fondaient dans le bourdonnement des machines à expresso. Il était en avance, son costume impeccable, des mèches argentées dans ses cheveux qui le rendaient plus digne de confiance que quiconque que j'avais rencontré depuis des années. Quand je suis entré, il s'est levé, m'a serré la main fermement et a dit « Vous avez l'air de quelqu'un qui a beaucoup porté sur ses épaules pendant trop longtemps. » Je me suis assise et j'ai réussi un demi-sourire. Vous n'avez aucune idée. Nous avons commandé du café, noir pour lui, quelque chose de plus fort pour moi. Quand la serveuse est partie, je lui ai tout raconté. Les années d'aide financière, la manipulation familiale, les documents falsifiés que j'avais découverts sur mon ordinateur portable. Je lui ai montré le dossier intitulé « Sophie-Vérité ». Il a écouté sans interrompre, prenant des notes dans un petit carnet en cuir. Quand j'ai fini, le silence entre nous semblait plus lourd que la pluie dehors. Finalement, il a dit « Vous avez été la comptable, la thérapeute et le bouc émissaire de la famille. » C'est une description de poste dangereuse. Je n'ai pas postulé pour ça, ai-je dit doucement. Il a hoché la tête. Personne ne le fait jamais. Je lui ai tendu la clé USB avec des copies des documents. Ils ont utilisé mon argent, Michael. Mon compte professionnel. Ils ont dit que c'était temporaire. Je ne savais même pas qu'ils avaient contracté des prêts contre la maison. Il a étudié les fichiers sur sa tablette. J'ai vu beaucoup de cas d'abus financiers familiaux, mais ça. C'était prémédité. Ils ont créé une piste écrite qui donne l'impression que vous étiez complice. Je l'ai regardé fixement. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que si vous n'agissez pas en premier, quelqu'un d'autre pourrait le faire. Les mots ont frappé plus fort que je ne l'attendais. Vous pensez qu'il retournerait la situation contre moi? Il a eu un petit sourire sombre. Je pense que les gens font des choses désespérées pour protéger les mensonges sur lesquels ils ont bâti leur vie. Je me suis adossé, le pouce accélérant. Alors, quelle est la suite? Il a tourné une page de son carnet. Nous commençons par l'information. Vous avez dit que vos parents ont refinancé la maison. Avez-vous déjà signé quelque chose? Non. Mais ils ont utilisé mes virements pour effectuer les paiements. J'ai les reçus. C'est bien, a-t-il dit. Nous allons demander une expertise de ces transactions. Si les fonds venaient de vous et qu'ils les ont utilisés pour obtenir des prêts supplémentaires, c'est de la fraude. Nous pouvons construire à partir de là. Fraude. Les mots sonnaient à la fois terrifiants et satisfaisants. Michael a fermé son carnet. Avant de déposer quoi que ce soit, je veux être sûr que vous êtes prête pour la suite. Une fois que cela commencera, il n'y aura pas de retour en arrière au dîner du dimanche et au silence poli. J'ai eu un rire sec. Ceux-là se sont terminés le jour où ils ont envoyé des invitations de mariage à tout le monde sauf à moi. Il a souri faiblement. Juste. La serveuse a déposé nos cafés. L'odeur de torréfaction foncée a rempli l'air,
m'ancrant dans le moment présent. Michael s'est penché en avant. Voici la vérité, Claire. Les familles comme la vôtre fonctionnent sur la culpabilité et la loyauté. Quand vous leur enlevez ça, elles s'effondrent. Êtes-vous prête à regarder ça se produire? J'ai baissé les yeux sur mes mains. Elles étaient stables maintenant, ne tremblant plus comme avant. Elles se sont déjà effondrées. J'ai juste fini de prétendre que ce n'était pas le cas. Il a hoché la tête une fois, satisfait. Alors nous commencerons par une plainte pour exploitation financière. La loi de l'Oregon a des statuts spécifiques pour cela, surtout quand cela implique des parents. Si nous pouvons prouver l'intention et d'après ce que vous m'avez montré, nous le pouvons vous récupérer non seulement des dommages et intérêts, mais vous blanchirez aussi votre nom. J'ai laissé échapper un lent soupir. Donc je ne serai plus seulement le bouc émissaire de la famille. Non, a-t-il dit. Vous serez la présidente. Quelque chose en moi a changé à ce mot. Pendant des années, j'avais nettoyé leur chaos. Maintenant, je pouvais transformer cette même précision en une arme. Après notre rendez-vous, je suis allé au bord de la rivière. L'air sentait la pluie et le sel de la Willamette. Je me suis garé, j'ai baissé les vitres et j'ai laissé le vent fouetter mes cheveux. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas fatigué. Je me sentais éveillé. Mon téléphone a vibré avec un message de maman. Ta sœur est à la maison. Elle veut te parler. Ne nous ferme pas la porte, Claire. J'ai fixé le texto, puis je l'ai supprimé. Certains ponts ne sont pas brûlés, ils sont démolis pour des raisons de sécurité. Cette nuit-là, j'ai rassemblé tous les fichiers que j'ai pu trouver, emails, virements, même des textos de maman me remerciant d'avoir couvert les charges. Je les ai organisés dans un classeur, avec des onglets par année. Chaque page ressemblait à un autre clou scellant le cercueil de la personne qu'il m'avait formé à être. À minuit, Michael a appelé. Vous avez une minute? Toujours, ai-je dit. J'ai examiné plus de documents. Il y a quelque chose d'étrange à propos du prêt sur valeur domiciliaire. Quel genre d'étrange? Il a été co-signé par Sophie, a-t-il dit. Elle a prétendu y vivre à plein temps, ce qu'elle n'a pas fait depuis des années. Et les paiements du prêt correspondent presque exactement à vos virements mensuels. Je me suis levé, le cœur battant à tout rompre. Ils utilisaient mon argent pour rembourser leur prêt illégal? Exactement. Ce qui signifie que vous avez financé la fraude sans le savoir. Le silence de mon côté était tranchant. Donc tout ce que je leur ai envoyé. Tout faisait partie de leur couverture? On dirait bien, a-t-il dit. Et il y a plus. Le transfert de propriété montre Sophie comme administratrice secondaire de la maison. Cela ne se produirait pas à moins que vos parents n'aient prévu de la lui donner éventuellement. Je me suis affalé sur le canapé. Donc la maison. Celle que je les ai aidés à sauver toutes ces années. N'allait jamais être à moi? Pas même de loin, a-t-il dit doucement. Mais maintenant, ça peut être une preuve. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans le noir pendant longtemps. La ville dehors brillait faiblement, le son de la pluie revenant contre la vitre. Toute ma vie avait été construite autour de la responsabilité, être présente, payer, me taire. Maintenant, la responsabilité signifiait quelque chose de différent. Ça signifiait dire la vérité, même si cela détruisait tout ce qui avait précédé. Le lendemain matin, j'ai imprimé chaque document que Michael avait signalé et je suis allé à son bureau dans le Pearl District. Il m'a accueilli avec le même calme concentré, étalant les papiers sur son bureau comme des pièces de puzzle. J'ai déjà vu la cupidité, a-t-il dit. Mais ce que votre famille a fait. C'est presque stratégique. Ils vous ont laissé croire que vous les sauviez pour que vous ne réalisiez jamais qu'ils vous utilisaient. J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée. Eh bien, ils m'ont aussi appris la stratégie. Il a souri légèrement. Bien. Vous en aurez besoin. J'ai déjà commencé à rédiger la plainte. Une fois déposés, ils seront signifiés dans la semaine. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils auront deux choix, régler à l'amiable en silence ou se battre au tribunal. Dans les deux cas, la vérité éclatera. Un calme étrange s'est installé en moi. Laissez-les se battre. Michael a fait glisser un stylo vers moi. Alors, officialisons ça. J'ai signé les papiers. Mon nom semblait différent à l'encre, plus net, plus audacieux, comme s'il appartenait enfin à quelqu'un qui connaissait sa valeur.
En quittant son bureau, les nuages se sont déchirés pour la première fois depuis des jours. Le soleil s'est répandu en minces rayons dorés, illuminant les rues mouillées. Je suis resté là un moment, respirant. Maman m'avait dit un jour que la loyauté familiale était la colle qui nous tenait ensemble. Mais la colle, ai-je réalisé, ne tient que les choses qui sont déjà cassées. Et j'en avais fini d'être l'adhésif pour les dommages de tout le monde. Au moment où j'ai atteint ma voiture, Michael avait envoyé un SMS. Gardez votre téléphone à proximité. Les choses vont bouger vite maintenant. J'ai regardé l'horizon de la ville, ses bords nets contre le ciel qui s'éclaircissait. Pendant des années, ils avaient écrit l'histoire, et j'avais été la note de bas de page silencieuse. Plus maintenant. Cette fois, mon nom serait le titre. L'enveloppe était plus lourde que je ne l'attendais, épaisse, en manille, estampillée, confidentielle, active de la famille Donovan. Michael la fit glisser sur la table du café sans un mot. La pluie s'était arrêtée dehors, mais des gouttes glissaient encore sur la vitre, comme si le ciel n'était pas prêt à lâcher prise. « Tu es sûr de vouloir l'ouvrir ici ?» demanda-t-il. Je traçai le bord du rabat, puis croisai son regard. J'ai assez attendu. Quand je l'ai déchiré, je n'ai pas trouvé la conclusion, j'ai trouvé la preuve. La première page était une feuille de calcul, date, montant, numéro de compte. Michael se pencha, tapotant une colonne avec son stylo. Ce sont tes virements. Chacun d'eux. J'ai parcouru la liste, 8 ans de paiement de mon compte courant au leur, chacun étiqueté, soutien au ménage, remboursement de prêt, ou, charge. Mon estomac se serra quand je vis le total en bas, 84 000 $. Il passa à la feuille suivante, des relevés bancaires. Maintenant, regarde ici, dit-il. Ils ont ouvert un compte secondaire au nom de ta mère, appelé fonds de réserve familiale. Devine à quoi ces paiements ont servi? J'ai regardé de plus près. Virements hypothécaires, paiement de prêts, transactions d'achat dans des magasins de luxe. Attends, dis-je lentement. Ils ont utilisé mon argent pour payer un prêt dont j'ignorais l'existence? Il hocha la tête. Exactement. Ils ont contracté un prêt sur valeur domiciliaire en 2023. 180 000 $. Et les remboursements correspondent presque parfaitement à tes virements mensuels. Je me pressai la main sur le front. Donc, j'ai payé leurs dettes sans le savoir. La voix de Michael était calme mais tranchante. Ils l'ont caché derrière ta générosité. C'est de l'exploitation familiale classique. De la manipulation financière déguisée en besoin. Je fixais le papier jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. Toutes ces nuits où j'avais fait des heures supplémentaires, les vacances que j'avais sautées, les choses auxquelles j'avais dit non pour pouvoir les aider. Tout cela nourrissait un mensonge. Il ouvrit un autre dossier. À l'intérieur se trouvait un document de transfert de propriété. Ça, dit-il, c'est l'acte de propriété de la maison. L'entête indiquait, transfert de propriété, fiducie familiale Donovan. En dessous, le nom de Sophie apparaissait comme cofiduciaire, cosignataire et bénéficiaire éventuel. Ils ont transféré la propriété l'année dernière, dit-il. Déposé discrètement par l'intermédiaire d'un avocat à l'Ecoswego. Je ne pouvais plus respirer. Donc, pendant qu'il prenait mon argent pour rembourser un prêt, il s'assurait aussi que je ne verrais jamais un centime de cette maison. Michael hocha la tête une fois. Ils ont planifié cela. Et d'après les signatures ici, ton père, ta mère et Sophie. Ils étaient tous au courant. Le bruit du café s'estompa, remplacé par le battement de mon cœur. Je regardais par la fenêtre, au-delà de l'auvent dégoulinant, les gens qui marchaient avec des parapluies. Aucun d'entre eux ne savait ce que c'était que de réaliser que toute votre famille avait construit une maison sur votre argent et enterré votre nom sous leurs mensonges. La voix de Michael brisa le brouillard. Il y a plus. Il sortit une clé USB. J'ai trouvé ça dans le dossier intitulé Réunion, 2 septembre 2023. On dirait une conversation enregistrée. J'hésitai, puis hochai la tête. Il la brancha sur son ordinateur portable, appuya sur Play. Le son était étouffé au début, des vers qui tintent, le bourdonnement des voix. Puis je l'ai entendu. La voix de ma mère, calme, certaine. Si jamais Claire l'apprend, nous lui dirons simplement que c'était un malentendu. Elle ne nous combattra pas. Elle ne le fait jamais. Il y eut des rires en arrière-plan. La voix de ma sœur suivit, légère et suffisante.
Elle est trop responsable pour faire des histoires. C'est ça qui est beau. Quelque chose en moi se brisa. Non pas de colère, mais de clarté. 8 ans de silence se sont dissipés en une seule rupture nette. Michael mit l'enregistrement en pause. Ça, c'est l'intention, Claire. C'est tout ce dont nous avons besoin. J'ai dégluti difficilement. Je ne sais même pas quoi ressentir. Commence par le soulagement, dit-il doucement. Tu n'es pas folle. Je me suis adossé, respirant lentement. Les mots de ma mère résonnaient dans ma tête. Elle ne nous combattra jamais. Eh bien, dis-je doucement, elle est sur le point d'apprendre. Michael me regarda un moment, puis hocha la tête. Bien. Parce que nous déposons la plainte demain. Des copies te seront signifiées après qu'ils auront été notifiés. Ça va aller vite à partir de là. Je retournai la clé USB dans ma main. Ce petit morceau de plastique qui contenait 8 ans de tromperie. Qu'est-ce qui se passe après ça? Ils vont s'agiter, dit-il. Ils vont paniquer. Ils pourraient même essayer de te dissuader. Ne t'engage pas, je ne le ferai pas, il sourit légèrement. Je te crois. Quand nous avons quitté le café, les nuages s'étaient à nouveau épaissis. Je me suis dirigé vers ma voiture alors que les premières gouttes commençaient à tomber, froides et précises. Au moment où j'ai fermé la porte, il pleuvait à verse, le marteau de la pluie sur le toit lavant la ville. Mon téléphone vibra avec un nouveau message. Numéro inconnu. Claire, c'est tante Hélène. Appelle-moi quand tu pourras. Ton père a laissé quelque chose pour toi avant de tomber malade. Je pense qu'il est temps que tu le voies. Je fixai le message, le pouce accélérant. Tante Hélène. La sœur de mon père avait toujours été l'observatrice silencieuse. La seule qui voyait clair dans le jeu de maman. Si elle avait quelque chose maintenant, cela signifiait que d'autres vérités attendaient. Je conduisis sous la pluie vers la maison, les phares coupant le gris. Les rues scintillaient comme des miroirs, le monde à l'envers et humide. Quelque part entre les feux de circulation, je réalisais que je n'étais plus en colère. La colère était un feu. Ce que je ressentais maintenant, c'était de l'acier. Quand j'atteignis mon appartement, je versai du whisky et étalai les papiers sur la table de ma cuisine. Chaque page racontait une histoire que ma famille avait passé des années à dissimuler. Chaque mensonge s'alignait proprement, preuve d'un schéma plus ancien que je ne l'avais jamais imaginé. Mon téléphone vibra à nouveau. Maman, cette fois. Je ne répondis pas. L'icône de la messagerie vocale clignota une fois, mais je l'ignorais. Je n'avais pas besoin d'entendre ses raisons. Je fixai les documents jusqu'à minuit, la ville bourdonnant au-delà de la vitre. Les mots de Michael résonnaient dans ma tête. Les familles comme la tienne fonctionnent sur la culpabilité et la loyauté. Quand tu leur enlèves ça, elles s'effondrent. Je pris une profonde inspiration et murmurai à la pièce vide, alors, qu'elle s'effondre. Dehors, le tonnerre gronda au loin, bas et certain, comme si le ciel était d'accord avec moi. Quand je me suis finalement couché, la clé USB était sur ma table de chevet, à côté de mon téléphone. Un petit témoin silencieux attendant son jour au tribunal. La dernière pensée avant que le sommeil ne me trouve fut simple. Ils avaient passé des années à m'apprendre à être responsable, patiente et silencieuse. Maintenant, ils étaient sur le point de découvrir à quoi ressemble la responsabilité quand elle se bat enfin. Je n'avais pas vu autant de Donovan dans une seule pièce depuis la fête de départ à la retraite de papa, celle où tout le monde avait porté un toast à la nouvelle entreprise créative de Sophie, comme si je n'avais pas co-signé son bail quelques semaines auparavant. Maintenant, ils étaient de nouveau réunis, cette fois dans le salon de tante Hélène à Bend, sirotant du café et faisant semblant de ne pas être curieux de savoir pourquoi j'avais demandé une réunion de famille. La pièce sentait le poli au citron et l'attention. Maman était assise, raide, sur le canapé, des perles à son cou comme une armure. Sophie portait des lunettes de soleil surdimensionnées même s'il faisait nuageux dehors. Papa évitait mon regard, étudiant le tapis comme si le motif pouvait expliquer quoi que ce soit. Tante Hélène se tenait près de la cheminée, calme et délibérée, la seule personne ici qui semblait vouloir la vérité plus que le confort. J'ai posé l'enveloppe marron sur la table basse. Avant de commencer, ai-je dit, merci, tante Hélène, de nous accueillir. J'ai pensé qu'il valait mieux faire ça dans un endroit neutre. Maman ricana doucement. Qu'est-ce que c'est, Claire? Une embuscade. Non, ai-je dit. C'est une intervention.
Juste pas le genre auquel vous êtes habitué. Hélène s'éclaircit la gorge. Laisse-la parler, Margaret. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai étalé les documents sur la table, relevé bancaire, email, le transfert de propriété, tout soigneusement organisé. Ce sont les registres de chaque dollar que je vous ai envoyé au cours des 8 dernières années. Paiement d'hypothèque, facture médicale, prêts qui ne sont jamais revenus. Sophie s'est agitée sur son siège. Qu'est-ce que c'est censé prouver? Patience, ai-je dit, faisant glisser une autre page vers l'avant. Voici le prêt sur valeur domiciliaire que vous avez contracté l'année dernière. 180 000 dollars. Co-signé par toi, Sophie. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. Quoi? Non, c'est réel, ai-je interrompu. Tu as signé en tant que résidente de la propriété, ce que tu n'étais pas. Et les remboursements, j'ai pointé les lignes surlignées, correspondent à l'argent que j'envoyais chaque mois. Donc, en substance, j'ai payé pour votre fraude. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge sur le manteau de la cheminée. Papa a levé les yeux, sa voix tremblante. Claire, ne rien faire, a dit sèchement tante Hélène. Je veux entendre ça. Le visage de maman s'est empourpré. Tu n'as aucune idée de ce à quoi nous faisions face. Tu penses que c'est facile, de maintenir une famille à flot? J'ai ri doucement. Vous ne la mainteniez pas à flot, maman. Vous perciez des trous et me demandiez d'apporter des seaux. Sophie a poussé ses lunettes de soleil sur sa tête, les yeux écarquillés. Tu ne comprends pas. Ce n'était pas une question d'argent, c'était de sauver la maison. De quoi? Ai-je demandé. D'être possédée par la seule personne qui a réellement payé pour elle? Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Tante Hélène prit une des pages, plissant les yeux. Il est dit ici que vous avez transféré l'acte de propriété à la fiducie familiale Donovan, avec Sophie comme cofiduciaire. Quand cela s'est-il produit? Maman avait l'air sur le point de s'effondrer. Ton père et moi pensions que ce serait mieux pour la famille. Sophie a les enfants, elle avait besoin de stabilité. J'ai coupé court. Et vous avez décidé que je n'en avais pas besoin? Vous avez récompensé l'enfant qui a créé le chaos et puni celle qui l'a nettoyé. La voix de maman s'est élevée, cassante. Ne me parle pas comme ça, Claire. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait par amour. Non, ai-je dit, mon ton stable. Vous l'avez fait par commodité. Pendant un moment, personne n'a respiré. Puis Hélène a posé les papiers et a regardé maman droit dans les yeux. Margaret, as-tu falsifié ces virements? Maman s'est hérissée. Bien sûr que non. Elle n'en avait pas besoin, ai-je dit. Elle m'avait entraîné à signer tout ce qu'elle me demandait. Je lui faisais confiance. Je vous faisais confiance à tous. Sophie s'est essuyé les yeux, les larmes étalant son mascara. Claire, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu penses. Je ne savais pas tout. Tu ne savais pas ou tu ne voulais pas savoir, ai-je demandé doucement. Elle a tressailli. Papa a finalement parlé, sa voix à peine plus qu'un murmure. Peut-être que nous sommes allés trop loin. Nous voulions juste protéger ce qui était à nous. Ce qui est à vous, ai-je demandé, papa. Cet argent venait de moi. De mon travail, de mes heures supplémentaires, de ma vie. Vous n'avez rien protégé. Vous l'avez volé et vous l'avez donné. Hélène s'est approchée de moi, posant une main sur mon épaule. Montre-leur le reste. J'ai sorti la clé USB et je l'ai posée à côté des papiers. C'est un enregistrement de septembre de l'année dernière. Une réunion entre maman, Sophie et Ethan. Maman s'est raidie. Tu n'avais pas le droit. Ce n'est pas moi qui l'ai enregistré, ai-je dit. C'est ton avocat. C'était dans les dossiers que tu as essayé de cacher. Hélène a fait un signe de tête vers moi. Joue-le. J'ai connecté la clé à mon ordinateur portable. Les haut-parleurs ont rempli la pièce du son de verre qui teinte et de conversation basse. Puis la voix de maman a émergé, claire et tranchante. Si jamais Claire l'apprend, nous lui dirons que c'était un malentendu. Elle ne nous combattra pas. Elle ne le fait jamais. La pièce s'est figée. La main d'Hélène s'est resserrée sur mon épaule. Margaret, a-t-elle dit lentement. C'est ta voix, n'est-ce pas? Les lèvres de maman tremblaient. C'est sorti de son contexte.
Sophie a murmuré, oh mon Dieu. J'ai mis l'enregistrement en pause. Vous ne pensiez pas que je vous tiendrais tête un jour. Mais vous aviez tort. Le visage de maman s'est décomposé. Tu détruis cette famille, Claire. Je me suis penché en avant, croisant son regard. Non, maman. Je révèle sur quoi vous l'avez construite. Mensonge, manipulation et culpabilité. Papa a essayé de parler à nouveau, mais Hélène l'a arrêté. Robert, ne dis rien. Tu as laissé faire ça assez longtemps. Il a regardé entre nous, vaincu. Que veux-tu de nous, Claire? La responsabilité, ai-je dit simplement. Et un peu d'honnêteté, pour une fois. Hélène s'est tournée vers les autres. Elle a raison. Vous avez tous profité d'elle. Je l'ai vue arriver il y a des années et j'aurais dû dire quelque chose à l'époque. Maman a enfoui son visage dans ses mains, les épaules secouées de sanglots. Nous pensions qu'elle nous pardonnerait. Elle pardonne toujours. Pas cette fois, ai-je dit doucement. Sophie s'est levée soudainement, faisant les 100 pas, tu ne comprends pas. Je suis celle dont tout le monde s'attend à ce qu'elle échoue. Tu es la forte, l'intelligente. Je l'ai coupée. Ce n'est pas une excuse. C'est un rôle que tu as joué jusqu'à ce qu'il devienne une identité. Elle a cessé de faire les 100 pas, les larmes coulant sur son visage. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Moi non plus, ai-je dit. Pendant un moment, la pièce fut de nouveau silencieuse. Puis Hélène s'est dirigée vers le comptoir de la cuisine, s'est versé un café et a dit calmement, je pense que c'en est assez de faire semblant pour une vie. Maman a levé les yeux, rouge. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai rassemblé les papiers, les glissant de nouveau dans l'enveloppe. Maintenant, je laisse la loi décider. Sa voix s'est brisée. Tu traînerais ta propre famille en justice? Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Vous n'avez juste pas encore été signifié. Le son qui a suivi a été le léger tintement de la porcelaine alors qu'Hélène posait sa tasse. Sophie s'est effondrée dans son fauteuil, murmurant, Claire, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai croisé son regard. Tu l'as fait quand tu as signé ces papiers. Je me suis levé, glissant l'enveloppe sous mon bras. Pendant des années, vous m'avez tous fait croire que l'amour signifiait le sacrifice. Mais j'ai finalement appris quelque chose. La voix de maman était à peine un murmure. Qu'est-ce que c'est? Que l'amour sans respect n'est que du contrôle. Quand je suis sorti, l'air extérieur semblait électrique, chargé, vivant, presque propre. Des nuages de pluie se rassemblaient à nouveau sur les cascades, mais pour une fois, ça ne me dérangeait pas. En atteignant ma voiture, mon téléphone a vibré. Un SMS de Michael. Le bureau du procureur vient d'appeler. Ils ouvrent une enquête formelle. J'ai regardé la maison une dernière fois, les silhouettes se déplaçant derrière les rideaux. Le vent s'est levé, frais et vif contre mon visage. Bien, ai-je murmuré. Que la vérité ait son tour. La salle d'audience sentait le papier et le désinfectant, ce genre d'odeur stérile qui rend même la vérité procédurale. Maman était assise à la table de la défense dans son blazer marine, des perles à son cou comme un costume de décence. Sophie était assise à côté d'elle, pâle mais soigneusement mise, du mascara peint sur l'insomnie. Papa était derrière eux, les mains jointes, les yeux creusés. Michael se pencha vers moi et murmura, respirez profondément. Vous n'êtes pas ici pour gagner une dispute. Vous êtes ici pour leur montrer ce qu'ils ont fait. J'ai hoché la tête, fixant la juge, une femme d'une 50aine d'années avec des cheveux argentés et des yeux qui semblaient avoir vu toutes sortes de tragédies familiales. Sa plaque signalétique indiquait « Honorable Sandra Martinez ». Elle nous regarda comme si elle savait déjà que ce ne serait pas facile. La cour est maintenant en session, a dit le greffier. Affaire numéro 24 à 3097, Donovan contre Donovan. L'entendre à voix haute était surréaliste. Mon nom de famille contre mon propre nom de famille. Michael se leva le premier. Votre honneur, commença-t-il, la voix calme et claire. Il ne s'agit pas de ressentiment familial. Il s'agit d'exploitation financière. 8 ans de tromperie délibérée déguisée en amour. Maman s'est agitée, mal à l'aise. Sophie a baissé les yeux vers la table. Michael a continué, exposant les fondements de l'affaire, mes virements, le prêt frauduleux, les documents de la fiducie. Ma cliente n'a pas été simplement généreuse, a-t-il dit. Elle a été trompée.
Son soutien financier a été utilisé pour maintenir une dette à laquelle elle n'a pas consenti, et pour financer des actifs dont elle a été délibérément exclue. L'avocat de la défense, un homme nommé Carmichael avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, s'est levé en douceur. Votre honneur, c'est un tragique malentendu entre membres d'une même famille. Aucun crime n'a été commis intentionnellement ici, seulement une mauvaise communication et de bonnes intentions qui ont mal tourné. La juge Martinez a haussé un sourcil. Je serai le juge des intentions, conseiller. Continuez. La première heure s'est écoulée dans un flou de chiffres et de paperasse. Chaque document que j'avais jamais signé par obligation, maintenant projeté sur un écran de salle d'audience. Reçu, virement bancaire, échange de mets qui se lisaient comme des confessions. Chacun était une miette de pain menant à une vérité que je connaissais déjà. Quand ce fut le tour de maman de témoigner, elle se dirigea vers la barre avec une lente dignité, le menton levé, des larmes soigneusement chronométrées. Madame Donovan, a dit Michael, vous avez autorisé l'utilisation des fonds de votre fille pour les dépenses de votre ménage, n'est-ce pas? Je l'ai fait, a-t-elle dit doucement. Mais seulement parce que nous avions des difficultés. Elle a proposé d'aider. Et quand vous avez contracté le prêt sur valeur domiciliaire? Elle a hésité. C'était pour sauver la maison pour la famille. Michael a hoché la tête, tournant une page. Vous avez dit à votre avocat l'année dernière que votre fille Sophie y vivait à plein temps. Était-ce vrai? La voix de maman affaiblit. Pas techniquement. Pas techniquement, a-t-il répété. Mais vous avez signé sous serment. Carmichael a bondi. Objection, harcèlement. Rejeté, a dit la juge. Répondez à la question, Madame Donovan. Les mains de maman tremblaient. Je voulais juste protéger notre maison. La voix de Michael était stable. En transférant la propriété dans une fiducie qui excluait la fille qui la payait. Les yeux de maman se sont tournés vers moi, désespérés. Elle avait sa propre vie, son propre appartement. Elle n'avait pas besoin de la maison. Les mots ont frappé comme une gifle. Je la regardais, me demandant si elle s'entendait. La même femme qui m'avait appris que l'amour signifiait donner, admettant maintenant qu'elle avait pris parce qu'elle pensait que je n'en avais pas besoin. Michael a hoché la tête, calme comme toujours. Pas d'autres questions. Quand Sophie a pris la barre, elle avait l'air fragile dans sa robe marine, les yeux cerclés de rouge. Mademoiselle Donovan, a commencé Michael, vous avez co-signé le prêt, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête. Papa me l'a demandé. Il a dit que c'était une formalité. Et vous compreniez que les fonds de votre sœur étaient utilisés pour rembourser ce prêt? Je ne. Elle s'est arrêtée, s'essuyant les yeux. Je n'y ai pas pensé. Michael a laissé le silence s'installer. Mais vous avez signé des documents prétendant contribuer financièrement. Je pensais que ça aiderait, a-t-elle murmuré. Je ne voulais pas les décevoir. Ne pas les décevoir, a-t-il répété doucement. Même si cela signifiait trahir la personne qui vous maintenait tous les deux à flot? Sophie s'est effondrée en larmes. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. La juge Martinez a regardé tranquillement, prenant des notes. Ensuite, c'était papa. Son témoignage a été le plus difficile à écouter. Non pas parce qu'il a menti, mais parce qu'il ne l'a pas fait. Monsieur Donovan, a dit Michael doucement. Saviez-vous que votre femme et votre fille utilisaient les fonds de Claire pour garantir ce prêt? Papa a hésité, puis a hoché la tête. Oui. Avez-vous informé Claire? Non. Pourquoi pas? Sa voix s'est brisée. Parce qu'elle aurait dit non. Michael s'est adossé. Donc vous saviez que c'était mal. Je savais que c'était nécessaire, a murmuré papa. La juge a griffonné quelque chose. Pour la première fois de la matinée, je l'ai vu froncer les sourcils. Après une brève suspension, Michael m'a appelé à la barre. Mes paumes étaient moites, mais ma voix était stable. Mademoiselle Donovan, a-t-il dit. Pourquoi avez-vous intenté cette action en justice? J'ai regardé ma famille avant de répondre. Parce que l'amour ne devrait pas signifier la faillite. Parce que le silence n'est pas de la loyauté, c'est de la reddition. Il a hoché la tête. Avez-vous jamais eu l'intention de récupérer l'argent? Je voulais juste la vérité, ai-je dit. Mais la vérité a toujours un prix. Carmichael s'est levé pour le contre-interrogatoire. Mademoiselle Donovan, vous décririez-vous comme proche de votre famille?
Autrefois, ai-je dit. Avant de réaliser que la proximité était conditionnelle. Il a souri finement. Et pourtant, vous avez continué à leur donner de l'argent. Cela n'implique-t-il pas un consentement? J'ai rencontré son regard. Cela implique la confiance. Ils l'ont utilisé comme une arme. Car Michael a hésité, cherchant ses appuis. Donc, c'est une question de punition? Non, ai-je dit calmement. C'est une question de limite. Celle qu'ils n'ont jamais respectée. Même le stylo de la juge s'est arrêté un instant. Quand les témoignages se sont terminés, la salle d'audience semblait vidée. L'air était épais de tout ce qui n'avait pas été dit. Les années de manipulation, la culpabilité, les excuses silencieuses qui n'étaient jamais venues. La juge Martinez a croisé les mains. J'ai examiné les preuves. Il est clair que cette famille a été empêtrée dans une tromperie financière qui allait bien au-delà du malentendu. Elle a regardé maman, puis Sophie. Vous avez accepté un soutien financier sous de faux prétextes, dissimulé une dette et transféré une propriété sans divulgation. Les lèvres de maman tremblaient. Sophie avait l'air sur le point de disparaître. La cour se prononce en faveur de la plaignante, a dit la juge. Mademoiselle Donovan, vous êtes indemnisée de 75 000 $ en restitution et frais de justice. Et l'acte de propriété de la maison doit être restauré sous votre seule propriété. Les mots ont résonné à mes oreilles, stable et définitif. Restitution. Propriété. Vérité. Maman a haleté doucement. Sophie a couvert son visage. Papa a fixé le sol. Je n'ai pas souri. Je ne me sentais pas victorieuse. Ce que je ressentais, c'était de l'air. Propre, froid, plein d'espace là où la culpabilité avait l'habitude de vivre. Quand nous avons quitté la salle d'audience, les journalistes se sont pressés sur les marches, criant des questions. Michael m'a guidé à travers eux, sa main stable sur mon bras. Un journaliste a crié, « Claire, avez-vous une déclaration pour votre famille ?» Je me suis arrêté une seconde, je me suis tourné vers les caméras clignotantes. J'espère qu'ils apprendront ce que j'ai appris, ai-je dit. Que la paix construite sur des mensonges ne dure pas, Michael s'est penché près de moi. Ça sera à la une de tous les journaux demain. Je sais, ai-je dit. Et ça me va. Au moment où j'ai atteint ma voiture, le ciel s'était éclairci. La lumière du soleil se déversait sur le pavé mouillé, se reflétant sur les flaques comme des miroirs. Mon téléphone a vibré. Un SMS de tante Hélène. Ton père a laissé autre chose dans le coffre-fort de la banque. Viens me voir. J'ai fixé le message, puis j'ai regardé le palais de justice. Le bâtiment se dressait, grand et gris, derrière moi, ses marches brillant comme de la pierre neuve après la pluie. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme la réparatrice de la famille ou la fille oubliée. Je me sentais comme la femme qui avait finalement dit la vérité et y avait survécu. Tante Hélène vivait dans un quartier calme près du Hall Mill District de Bend, dans une petite maison blanche aux volets bleus qui sentait toujours le cèdre et le café. Quand je suis arrivé dans son allée, la lumière de fin d'après-midi était chaude et douce, traversant les arbres comme quelque chose d'un souvenir que j'avais oublié de regretter. Elle m'a accueilli à la porte avant que je puisse frapper. « Tu as l'air plus mince », a-t-elle dit en me serrant dans ses bras une seconde de trop. « Je me sens plus légère », ai-je dit. Pas la même chose, mais presque. Elle a souri. « Tu as toujours porté le poids de tout le monde. » Son salon était bien rangé mais habité. Des étagères de vieux livres, des photos de famille d'une époque avant que les choses ne se compliquent. J'ai remarqué une photo encadrée de mon père jeune homme, en uniforme, souriant comme quelqu'un qui n'avait pas encore appris à briser les choses qu'il aimait. Hélène a fait un geste vers la table de la cuisine. « C'est là, » a-t-elle dit. « Ce que ton père t'a laissé. » Une petite boîte ignifuge était au centre, le genre que l'on s'attend à trouver dans le bureau d'un avocat ou un coffre-fort de banque. Elle m'a tendu la clé. Il m'a demandé de la garder il y a des années. Il a dit que c'était pour quand Claire aurait besoin de connaître la vérité. Je ne l'ai pas ouverte, j'ai pensé que ce devrait être ton choix. Ma gorge s'est serrée. Quand te l'a-t-il donné? L'été 2022. Juste avant le divorce de Sophie. Elle a versé du café pour nous deux, puis s'est assise en face de moi. Il avait l'air fatigué. Comme s'il portait quelque chose de plus lourd que la culpabilité. J'ai fixé la boîte. Tu n'as vraiment pas jeté un coup d'œil? Elle a souri faiblement. Tenté.
Mais non. Je me suis dit que ce qu'il y avait à l'intérieur te trouverait quand ce serait le moment. J'ai tourné la clé. La serrure s'est ouverte avec un doux soupir métallique. À l'intérieur se trouvaient des enveloppes soigneusement empilées, un carnet en cuir et une clé USB. La première enveloppe portait l'inscription manuscrite de papa, pour Claire. Je l'ai ouverte lentement, dépliant une lettre écrite d'une écriture inégale, celle qui vient des mains tremblantes. Claire, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas eu le courage de te le dire moi-même. Tu as toujours été la forte, celle qui nous a sauvés quand nous ne le méritions pas. Ta mère et moi avons fait des erreurs, des grosses. Et je ne suis même pas sûr de comprendre pourquoi nous les avons faites. Peut-être la fierté, peut-être la peur. Mais je sais que tu as porté le fardeau de chaque mauvaise décision que nous avons prise. Il y a un deuxième compte à la First Bank Savings, à ton nom. Je l'ai ouvert il y a des années, après avoir réalisé tout ce que tu sacrifiais. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à toi. Réel, honnête, mérité. Sans condition. Considérez-le comme un début vers quelque chose de mieux que tout ça. Je suis désolé pour ce que nous avons fait. Pour ce que je n'ai pas arrêté. Pour t'avoir regardé te noyer au nom de la famille. Papa. Je l'ai lu 2 fois avant de réaliser que je pleurais. Le genre de pleurs silencieux qui ne ressemble pas au chagrin, mais au soulagement. Hélène a tendu la main par-dessus la table et m'a serré la main. Ce n'était pas un homme cruel, Claire. Juste un homme faible. Je sais, ai-je murmuré. C'est la partie qui fait le plus mal. Le carnet en cuir était le suivant. Il était rempli de notes financières, de relevés bancaires et de pensées griffonnées. Sa propre version de la confession. Il a tout documenté. Le plan de refinancement, la façon dont maman l'avait convaincu que c'était temporaire, la lente glissade de la justification à la tromperie. Et puis j'ai trouvé autre chose. Une impression de mail datée de 3 semaines avant le mariage de Sophie. C'était de maman à leur avocat. Finaliser les documents de la fiducie avant la cérémonie. Nous annoncerons le transfert après le nouvel an. Claire ne s'y opposera pas. Elle ne le fait jamais. Hélène s'est penchée en avant pendant que je le lisais à voix haute. Elle a vraiment écrit ça? J'ai hoché la tête. Elle n'a jamais pensé que je me battrais. Qu'est-ce que tu vas en faire? J'ai regardé les pages, puis je les regardais. Rien de légal. Le tribunal a fait son travail. Ça. C'est juste la preuve que je n'étais pas folle. Elle a souri doucement. Parfois, c'est tout ce qu'est vraiment la justice. Être cru. Nous sommes restés assises là un moment, en silence, la fin d'après-midi se transformant en une lumière ambrée. Finalement, Hélène a dit, il a laissé autre chose pour toi. Elle a montré la clé USB. Je ne sais pas ce qu'il y a dessus, mais il a dit que ça t'aiderait à comprendre. Je l'ai branché sur mon ordinateur portable. Un fichier vidéo est apparu, daté du 28 décembre 2024. 3 jours avant le mariage de Sophie. Quand j'ai appuyé sur Play, le visage de mon père a rempli l'écran. Il était assis dans son atelier, portant cette vieille chemise à carreaux que j'avais l'habitude de voler quand je venais lui rendre visite. « Salut Claire », a-t-il dit, souriant maladroitement. « Si tu vois ça, c'est probablement parce que les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. Je voulais t'expliquer quelque chose avant que tu ne les entendes de tout le monde. » Il a soupiré, se frottant le front. « Ta mère prévoyait de transférer la maison à Sophie depuis des mois. J'ai essayé de l'arrêter, mais je ne me suis pas assez battu. Tu me connais, le conflit n'a jamais été ma force. » Il a levé les yeux vers la caméra, vitreux. « Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Je ne t'ai jamais considéré comme juste la responsable. Tu étais le cœur de cette famille, même quand nous ne le méritions pas. Si nous te perdons, c'est de ma faute. » Il a fait une pause, déglutissant difficilement. « J'ai ouvert ce compte parce que je voulais que tu aies quelque chose qui soit vraiment à toi. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Peut-être qu'un jour, tu nous pardonneras. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu vivras libre de nous. Ne laisse pas nos erreurs devenir ton héritage. » La vidéo s'est terminée là. Juste une image fixe de lui, assis dans cet atelier tranquille, entouré d'outils, de sciures de bois et de regrets. Les yeux d'Hélène étaient humides quand j'ai levé les yeux. Il le pensait, tu sais. Je pense qu'il le pensait, ai-je dit. Nous sommes restés en silence un moment.
L'horloge tic-taquait doucement dans le coin. Le genre de son qui me rendait habituellement anxieuse, mais qui semblait maintenant stable, comme quelque chose qui avance au lieu de tourner en rond. Quand j'ai finalement quitté la maison d'Hélène, le crépuscule s'était installé sur les arbres. L'air était frais, le ciel strié d'orange délavé. Elle m'a accompagné à la porte et m'a de nouveau serré dans ses bras. « Tu as fait ce qu'il fallait » a-t-elle dit. Parfois, on n'en a pas l'impression. « Alors ça veut dire que tu l'as vraiment fait » a-t-elle dit en souriant. Ce qui est juste ne semble jamais facile. Sur le chemin du retour à Portland, j'ai pensé à cette vidéo. À la façon dont mon père regardait la caméra comme s'il parlait à un fantôme. J'ai réalisé qu'il ne s'était pas confessé pour soulager sa conscience. Il me donnait la permission d'arrêter de porter la leur. Quand je suis rentré à la maison, je me suis connecté à la banque qu'il avait mentionnée. Le compte était réel. Petit, mais intact. Il ne s'agissait pas de l'argent. C'était la preuve qu'il m'avait vu. Peut-être trop tard, mais quand même. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans me réveiller à 3 heures du matin en pensant à ce que je devais à quelqu'un. Le lendemain matin, j'ai appelé Michael pour lui parler de la boîte. Il a écouté tranquillement. « Vous n'êtes pas obligé de partager quoi que ce soit » a-t-il dit. « L'affaire est close. »« Je sais » ai-je dit. « Mais peut-être que ce n'est pas une question d'obligation. » Il a hésité. « Vous pensez à leur dire ?»« Pas à maman, pas encore. Mais Sophie mérite de connaître la vérité. La vraie vérité, pas seulement les gros titres. » Il a soupiré. « Vous êtes plus courageuse que moi. »« Peut-être, ai-je dit. Ou peut-être que j'ai juste enfin fini d'avoir peur de ce que coûte l'honnêteté. » Après avoir raccroché, j'ai écrit une lettre à Sophie. Je ne l'ai pas défendue et je ne l'ai pas condamnée. Je lui ai juste dit ce que papa avait dit, que l'amour sans respect et du contrôle, et qu'elle méritait de construire quelque chose de mieux que ce dont nous avions hérité. J'ai glissé une copie de sa note à l'intérieur et je l'ai postée à son appartement. Au coucher du soleil ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Pas de la victoire, pas exactement du pardon. Mais de la paix, en forme de distance. Pour une fois, je ne maintenais pas la famille ensemble. Je la laissais s'effondrer comme elle était censée le faire. Pour que nous puissions tous recommencer. Séparément. Honnêtement. 1 an plus tard, je me suis réveillé au son de la pluie contre les fenêtres, le genre de pluie douce et rythmée que Portland fait si bien. L'horloge sur ma table de chevet indiquait 8 heures du matin. C'était le jour de l'an. L'ironie ne m'a pas échappé. L'année dernière à cette époque, ma famille célébrait le mariage de Sophie et j'étais seul à la maison, me sentant comme la fille jetable. Maintenant, la maison qui était autrefois leur prix reposait tranquillement sous mon nom. Et pour la première fois de ma vie, je ne devais rien à personne. L'air sentait légèrement le café et le cèdre de la bougie qui brûlait dans la cuisine. J'ai marché pieds nus sur le parquet que j'avais moi-même rénové au printemps dernier. Les murs étaient plus clairs maintenant, plus jaunis par le vieux goût de ma mère, mais peints en blanc chaud, propre et ouvert. J'avais vendu la moitié des meubles, donné le reste. La maison ressemblait enfin à celle de quelqu'un qui avait cessé de s'excuser de prendre de la place. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait une petite pile de courrier. L'enveloppe du dessus provenait des services familiaux du comté de Jefferson, une mise à jour sur l'affaire de garde de Sophie. J'étais devenu le contact d'urgence pour Emma et Lucas après la maladie inattendue de leur père l'automne dernier. La lettre disait que les 2 enfants s'épanouissaient à l'école et que Sophie avait terminé son programme de sobriété. Je l'ai posé avec précaution, un petit soulagement silencieux réchauffant ma poitrine. J'ai versé du café et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la pluie tracer des sillons sur la vitre. Une seule notification de texto brillait sur mon téléphone. Bonne année, Claire. Merci pour la lettre. Je vais mieux. Les enfants s'ennuient de toi. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas non plus du pardon. C'était quelque chose entre les deux. Une trêve, peut-être. Et c'était suffisant. À 9 heures, j'étais déjà habillé pour mon service à l'organisation à but non lucratif du centre-ville. Après tout ce qui s'était passé, j'avais commencé à faire du bénévolat pour l'initiative de justice financière de Portland, un petit programme qui aidait les adultes à se remettre d'abus financiers familiaux. J'y avais pris la parole une fois, pensant que ce ne serait qu'une seule fois. Mais quand j'ai vu les visages dans le public, des hommes et des femmes qui avaient été vidés par leurs propres parents,
je n'ai pas pu m'en aller. En quelques mois, il m'avait offert un poste à temps partiel pour coordonner des ateliers de rétablissement. C'était le genre de travail qui vous guérissait pendant que vous aidiez les autres. Le bureau était calme quand je suis arrivé. Quelques collègues m'ont fait un signe de la main alors que je me glissais dans la salle de conférence où un nouveau groupe de soutien commençait. 20 personnes étaient assises en cercle, serrant des tasses de café et des carnets. Certaines avaient l'air en colère, d'autres vidées. Je me suis reconnu en chacune d'elles. Je me suis levé, j'ai souri doucement et j'ai commencé. Je m'appelle Claire. Je pensais autrefois qu'aider signifiait donner jusqu'à ce que je n'ai plus rien. Mais la vérité, c'est que l'amour sans limite devient une permission. Et quand on arrête d'être la banque familiale, on commence à être une personne. Quelques personnes ont hoché la tête. Une femme s'est essuyé les yeux. J'ai continué, racontant des morceaux de mon histoire. Pas la version des tabloïds, pas le drame du tribunal. Mais la vérité silencieuse sur la culpabilité, la loyauté et le courage qu'il faut pour se choisir soi-même. Quand j'ai fini, un homme de l'autre côté du cercle a levé la main. Alors, qu'est-il arrivé à votre famille, a-t-il demandé. J'ai souri faiblement. Ils ont appris à vivre selon leurs moyens. Et j'ai appris à vivre sans leur approbation. La pièce est restée silencieuse un instant, puis des rires doux ont ondulé à travers le groupe. C'était le genre de rire qui disait « Nous comprenons ». Après la session, alors que je rangeais mes affaires, une voix familière a parlé depuis l'embrasure de la porte. C'était magnifique. Je me suis retourné pour voir Michael appuyé contre le cadre, tenant 2 tasses de café. Il avait l'air différent, détendu, moins comme un homme portant les secrets des autres pour vivre. « Je ne m'attendais pas à te voir ici », ai-je dit en souriant. Il m'a tendu une tasse. J'avais une réunion à proximité. J'ai pensé prendre des nouvelles de ma cliente préférée. J'ai pris une gorgée. Tu es en retard pour ce titre. J'ai pris ma retraite du drame il y a un moment. Il a souri. Je le croirai quand j'arrêterai de recevoir des alertes d'actualité sur le fait que tu es cité dans des articles de plaidoyer. Je ne dis oui qu'à ceux qui ne demandent pas de nouvelles de ma mère, ai-je dit. Il a hoché la tête d'un air approbateur. Progrès. Nous sommes sortis ensemble, la ville encore humide de la pluie du matin. Il a regardé le ciel, puis moi. As-tu déjà pensé à la suite, après tout ça? J'y ai réfléchi. Je pensais autrefois que la suite signifiait les réparer, prouver quelque chose. Maintenant, je pense que ça signifie juste la paix. Il a souri. La paix te va bien. À midi, les nuages avaient commencé à se dissiper. La lumière du soleil filtrait à travers le gris, éclaircissant les rues, faisant tout briller. Je suis rentré en voiture avec la radio éteinte, laissant le silence remplir la voiture. Quand je suis arrivé dans l'allée, une petite berline bleue était garée sur le trottoir. Un instant, je me suis figé. Puis je l'ai vue. Sophie. Elle se tenait sous la bruine, tenant une boîte en carton. Elle avait l'air plus petite que dans mon souvenir. Plus âgée aussi. Mais ses yeux étaient stables. « Salut », a-t-elle dit doucement quand je suis sorti. « Salut », ai-je répondu. « Je ne voulais pas venir à l'improviste », a-t-elle dit, regardant vers le porche. « Mais je me suis dit que tu serais à la maison aujourd'hui. »« Qu'y a-t-il dans la boîte ?» Elle a baissé les yeux, puis me l'a tendu. « Les affaires de papa. Je les ai trouvées quand maman a déménagé dans son nouvel appartement. Il y a des trucs de la maison, de vieilles photos, la montre que tu lui as offerte. » J'ai pris la boîte. « Merci. » Nous sommes restés là en silence, la pluie brumeuse autour de nous. Finalement, elle a dit, « J'ai vu ton interview le mois dernier. Celle sur la reprise financière. » Oh. Tu as dit quelque chose sur le fait que les limites sont une forme d'amour. Je ne l'ai pas compris à l'époque, mais... Elle a levé les yeux, vitreux. Je pense que je comprends maintenant. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête. Elle a pris une inspiration. Je suis désolé, Claire. Pour tout. Pour ce que j'ai signé, pour ce que je n'ai pas arrêté. Pour avoir prétendu que je ne savais pas, les mots sont venus, lents, fragiles, mais réels. J'ai expiré, longuement et régulièrement. Je sais, ai-je dit. Et je te crois. Nous sommes restés là un moment, 2 sœurs sous la pluie, les fantômes de nos anciennes vies s'estompant enfin en arrière-plan. Quand elle est partie,
j'ai porté la boîte à l'intérieur et je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur, sous les photos et les lettres, se trouvait la vieille montre de poche de papa, qui tic-taquait encore. C'était comme un petit miracle, d'entendre le temps continuer même après que tout se soit arrêté. Cette nuit-là, je me suis assise près de la fenêtre avec un verre de vin, regardant les lumières du quartier scintiller à travers la bruine. La maison était calme, mais pas solitaire. Juste vivante. Sur la table à côté de moi se trouvait une pile de lettres de femmes du programme. Des histoires de remerciements, des confessions. L'une disait, « Vous m'avez aidé à réaliser que je ne suis pas le problème en disant non. Je suis la raison pour laquelle je peux recommencer. » J'ai souri, je l'ai plié avec soin et je l'ai ajouté à la pile grandissante. Quelque part dehors, les feux d'artifice ont commencé tôt, des éclats de couleurs vives se reflétant sur la rue mouillée. J'ai pensé à la fille que j'étais, assise seule la veille du Nouvel An, attendant un appel qui ne viendrait jamais. Elle avait été blessée, invisible, désespérée d'être aimée comme elle aimait les autres. Je voulais lui dire quelque chose maintenant. Qu'un jour, elle se réveillerait et n'aurait besoin de la permission de personne pour se sentir digne. Je me suis levé, j'ai levé mon verre à la fenêtre et j'ai murmuré, aux fins qui se transforment en début. La pluie s'est calmée, la ville a brillé. Mon reflet dans la vitre semblait calme, presque inconnu. Et quelque part au fond de moi, je l'ai finalement cru. La paix n'était pas quelque chose que l'on trouvait chez les autres. C'était quelque chose que l'on construisait, une limite à la fois. Si vous avez déjà été celui ou celle qui a donné jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, j'espère que mon histoire vous rappellera que l'amour ne signifie pas la reddition. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes passé par là, si vous avez dû vous choisir après une vie de don. Et si c'est le cas, j'espère que vous aimerez, partagerez ou vous abonnerez pour que peut-être quelqu'un d'autre puisse retrouver son chemin vers lui-même. Parce que parfois, la vengeance la plus vraie n'est pas la colère. C'est la paix.